Anne-Marie du Bocage, un nom qui ne vous dit probablement rien. Et pourtant, elle fut admise dans plusieurs académies françaises et étrangères. Reconnue de son vivant, elle s'est illustrée dans des genres littéraires alors réservés aux hommes. Célébrée par les plus illustres de son temps comme Voltaire, Anne-Marie du Bocage fut une figure de l'élite intellectuelle européenne pendant presque un demi-siècle. Issue de la haute bourgeoisie rouennaise, Anne-Marie reçoit une éducation soignée. Elle prend en épousailles Pierre-Joseph Fiquet du Bocage, avec qui elle partage sa passion pour les lettres et les arts. Les deux tourtereaux fréquentent de nombreux cercles littéraires et aristocratiques. Tous deux aimant la compagnie des beaux esprits. Anne-Marie dira de son mari qu'elle y trouve une source de jouissance intellectuelle. En 1733, le couple se fixe à Paris. Anne-Marie poursuit ses études de façon discrète et humble. Personne ne soupçonne encore le talent littéraire de la jeune femme. Ce n'est qu'en 1746 qu'elle commence à se faire connaître grâce à un poème. Elle remporte le prix de l'Académie de Rouen. À cette époque, étaient organisés des concours gratuits, ouverts au public et anonymes. Cela permettait à n'importe qui en dehors de la profession, du rang et du sexe de pouvoir s'illustrer. Cette victoire permit à Anne-Marie de se faire remarquer par les plus influents. Grâce à son cercle d'amis, son poème arrive même entre les mains de Voltaire. Je n'ai pas manqué de remettre à Madame de Pompadour un exemplaire de votre poème. Elle m'a dit... Oh, j'ai le bonheur de connaître celle qui rend notre sexe si glorieux. Oh, je sens tout le mérite de sa personne. Madame, vous êtes la Sappho de Normandie. Dès lors, elle reçoit de nombreux soutiens. Lorsqu'elle publie sa traduction d'un poème de Milton, elle gagne l'intérêt du public et sa gloire devient immédiate. 1 an plus tard, elle aura même l'audace de se frotter à un genre bien particulier. Bien qu'elle ne fût pas la première femme dramaturge, elle était attendue au tournant par le public. La première représentation fait scandale. Sans l'indulgence qu'on a pour le second sexe, la première représentation n'aurait pas été achevée. Et je dirais même qu'on peut nommer cette pièce les monstrues de Melpomène. Qu'elle se contente de régner au lit et qu'elle nous laisse le théâtre. Et pourtant, la pièce fait sale comble. Elle fut jouée 11 fois, performance assez rare dans une époque où certaines pièces ne dépassaient pas la première représentation. Eh bien mon cher ami, compte tenu du succès de ma précédente œuvre, j'ai décidé cette fois de me lancer dans l'épopée. Oh, cher ami, avec vous, ils ne cesseront jamais de cracher leur fiel. C'est de nouveau un succès, à tel point qu'elle sera accueillie par le pape Benoît XIV lors de son voyage en Italie. Elle est la deuxième française après Émilie du Châtelet à être admise à l'Académie des Arcades de Rome. Elle fut également admise à celle de Padoue et de Boulogne. En 1758, c'est l'Académie de Lyon qui lui ouvre ses portes et en 65, l'Académie de Rouen, où elle fut la première femme à en devenir membre associé. Lorsqu'elle fut dans sa cinquantaine, son salon fut l'un des plus renommés de son temps. On croise des personnalités telles que Voltaire, Benjamin Franklin, Diderot, Fontenelle, Marivaux, mais aussi des savants, des mathématiciens et des ambassadeurs étrangers. Il participe à un transfert de culture important. Dans sa 91e année, elle reçut pour hommage l'installation de son buste au lycée des Arts. La 10e muse, telle fut-elle surnommée, s'éteint à Paris en 1802 à l'âge de 93 ans. Dès lors, elle ne cessera de s'effacer de la mémoire du grand public. Et pourtant, cette dame dont on n'avait point soupçonné la veine artistique sut s'imposer dans un milieu d'hommes. Les polémiques qu'elle a suscitées à cause de son sexe furent minoritaires, contrairement au succès qu'elle rencontra. Ils furent nombreux à la célébrer à travers des vers. Elle participa à propager la culture française en Europe et fit connaître l'Europe à ses contemporains. À travers des traductions et des lettres de voyage, elle offre une diversité de productions littéraires où se mêlent les nouvelles tendances du XVIIIe siècle et de celles de la littérature classique. Ces lettres de voyage constituent l'un des ensembles les plus importants rédigés par une femme au siècle des Lumières. Elle nous livre ainsi une description de choix sur les réseaux mondains de son époque, mais aussi de la condition féminine dans les pays visités.